Bonjour, encore de bonnes fêtes et on se retrouve pour cette deuxième partie du bilan qui cette fois sera consacrée au flop, les pires films de l'année 2021 pour moi bien sûr. Si vous n'avez pas vu la première partie consacrée au top, le lien vers la vidéo est dans la description, donc comme ça vous pouvez y aller directement si vous l'avez loupé à sa sortie. Clairement, comme je disais pour le top, c'est que ça a été une année un petit peu compliquée avec le Covid. Voilà, les cinémas étaient fermés pendant quelques temps, donc voilà, c'était très compliqué. Il y avait certains films qu'on attendait, où la date a été décalée. Il y a eu beaucoup de déceptions aussi, on va y venir, mais comme le top aussi, à cause de les sorties qui ont été un petit peu faussées, des cinémas qui ont été fermés pendant une certaine période, j'ai voulu vraiment garder 5 films qui vraiment m'ont marqué. En plus, vous allez voir que sur les 5 films, il y en a 3 dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, donc ça va aller assez vite parce que bon, parler du flop, parler des films que tu as le moins aimé, c'est pas spécialement gratifiant. Enfin, tu prends pas plaisir à parler des grosses merdes, donc voilà, on va aller assez vite pour cette vidéo là. Vidéo qui, je rappelle, sera suivie prochainement par une troisième partie consacrée au bilan de la chaîne en 2021 et les attentes pour 2022. Bien sûr, comme le top, je vais mettre la timeline dans la description qui vous permettra de switcher de la 5e, 4e, 3e, 2e et première place. Comme ça, si vous avez juste envie de connaître les films, vous aurez la timeline pour ça. Avant de commencer, comme pour le top, j'ai une petite liste de outsiders qui aurait pu être dans le flop, mais j'ai fait un flop 5, donc il n'y a pas la place. Donc je vous les cite. Donc c'est plutôt voilà, des déceptions. Bon, en tout cas, ou alors soit ils n'étaient pas assez mauvais pour que je les mette dans le flop, soit comme je dis, il n'y avait pas la place. Dans le flop outsider, on va dire, il y a Black Widow, il y a Spiral, il y a Godzilla vs Kong, il y a Escape Game 2, il y a Army of the Dead, Cruella, Old, The Guilty, Le Dernier Mercenaire, Camelot, Zone Hostile, We Can Be Heroes, Wonder Woman 1984, Space Jam 2, Respect, Oxygène, Vanguard et Red Notice. Voilà pour la liste d'outsiders. Bien sûr, je rappelle comme le top que c'est un classement personnel avec les films que j'ai vus, que j'ai pas aimé. Donc ça sert à rien de me dire ce film là il est mauvais, tu l'as pas mis dans. Comme je le rappelle pour le top, c'est que tout simplement peut-être que je l'ai pas assez détesté, que je l'ai peut-être plutôt bien apprécié, ou tout simplement peut-être que j'ai pas eu le temps de le voir. Parce que je rappelle, j'ai beau être une machine, je ne peux pas tout voir, il faut avoir le temps pour aller au cinéma et voir tous les films qui sortent. Moi je peux pas passer, surtout avec mon taf, une grosse journée à regarder 3-4 films. Je pouvais le faire à une époque. Aujourd'hui, non, c'est pas possible. Maintenant que ça c'est fait, entrons dans le vif du sujet avec le flop 5 2021 pour Mr. Cult. En 5e position, Promising Young Woman, réalisé par Emerald Fennell. Every guy's worst nightmare getting accused like that. Can you guess what every woman's worst nightmare is? I wanted to be a doctor my whole life. Lately, I've been feeling like I might want to get back into it. Ce film va en diviser plus d'un. Je pense que surtout la communauté féministe va me taper dessus. C'est un film que j'ai mis dans le flop, tout simplement parce qu'il il met en avant tout ce que je n'aime pas dans les films qui se veulent féministes, on va dire. En gros, l'histoire, c'est que tu suis une femme qui est jouée par Carey Mulligan, qui en fait au début tu comprends pas trop. En fait, elle va en boîte, t'as l'impression qu'elle est bourrée, elle ramène des mecs, enfin il y a des mecs qui l'accostent et elle commence à se laisser faire et tout ça. En fait, tu te rends compte qu'elle est pas bourrée et que au début tu pensais qu'elle allait les torturer ou quoi que ce soit, mais en fait non, elle leur fait juste la morale et elle se casse. Et en fait, petit à petit, en fait, t'apprends que sa meilleure amie, en gros, il y a eu quelque chose de grave quand ils étaient à l'école ensemble. Et en fait, elle cherche à se venger des personnes qui l'ont agressé, en gros, qui l'ont violée. Pourquoi pas dans le principe? Sauf que, comme je rappelle, en fait, quand la bande-annonce était sortie, t'avais l'impression que c'était une sorte de grosse comédie à humour très noir où justement t'avais le fait qu'elle ramenait des mecs chez elle, ça partait un petit peu en slasher. Je dis ouais, un truc plutôt horrifique, et en fait tu te rends compte que le film c'est pas du tout ça. Vraiment à partir de sa deuxième moitié, ça part sur une sorte d'intrigue, une histoire de vengeance un peu pas très intéressante en fait. Et je trouve qu'en fait les comportements du personnage de Carey Mulligan
sont incohérents. Elle se fait draguer par des mecs et à la fin, elle leur fait la morale. Je me dis, tu crois que ça le sert à quoi que tu leur fasses la morale? Si au moins ça partait en mode slasher, au moins ça aurait pu être fun, tu vois. Bah non, ça fait juste ça. Et en fait, tout le film est là pour te dire que tous les hommes, et je dis bien tous les hommes, sont tous des enculés. On est tous des enculés dans le film. Et ça m'a énervé parce que même à un moment, elle commence à se rapprocher avec un ancien élève qu'elle connaissait avec qui elle était dans son école. Il commence à se rapprocher, il y a une histoire d'amour où tu vois vraiment que le mec est sincère. Et en fait, à un moment, elle réussit à trouver une vidéo qui montrait sa copine se faire violer. Et ce mec en question, avec qui elle vit le parfait amour, on va dire, il est présent. Mais en fait, il est pas présent, genre il participe, il est présent, mais il était gêné, tu vois. Tu l'entends, bon, ouais, vas-y, rejoins-nous. Non, j'ai pas envie. Il était présent. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il aurait très bien pu sauver la meuf. C'est encore pire de ne rien faire. C'est vrai, mais en soi, il est pas passé à l'acte. Donc je comprends pas, mais pourquoi il y avait juste ce fait que dire son nom pour qu'elle soit encore plus dégoûtée. C'est ça, c'est vraiment que pendant tout le film, tous les mecs que tu rencontres, on est tous des connards. Et c'est ça qui m'énerve en fait avec les films féministes, c'est que ça va toujours dans l'extrémiste. Toi, il y a pas un mec qui a un tant soit peu honnête ou qui est dans un entre-deux. Non, il faut toujours qu'on passe du mauvais côté. Et la fin aussi est incohérente. Enfin, il se passe un truc. Donc en gros, elle réussit à retrouver... en fait, il y a un anniversaire avec un des violeurs et elle réussit à se faufiler, à se passer pour une danseuse et tout ça. Et je sais pas ce qu'elle comptait vraiment faire, si elle voulait le tuer ou pas. Et finalement, elle réussit pas et il se passe quelque chose de plus grave. Finalement, le lendemain, ils se font tous attraper par les flics. Voilà, elle a réussi à mettre des preuves. Mais à un moment, en fait, elle envoie un message. Et après ce qui lui est arrivé, tu dis mais comment tu peux envoyer des messages? Il y a des trucs je comprends pas en fait. Il y a des comportements vers le personnage que je ne comprends pas. Voilà, c'est pas forcément un mauvais film parce qu'il n'est pas spécialement mal réalisé. L'acteur Carey Mulligan joue plutôt bien, mais c'est toute l'histoire, c'est les thématiques, c'est le scénario. Le film, il a gagné, je crois, l'Oscar du meilleur scénario. Enfin, il ne devait pas avoir beaucoup de concurrence en face, quoi. En fait, c'est toute la dénonciation autour du film qui m'a dégoûté, qui m'a énervé. Voilà, comme j'ai dit, je pense que dans les Outsiders, il y a des films qui sont pires que celui-là, bien sûr, et je comprends parfaitement. C'est juste que c'est le discours. Et c'est le discours pour un film féministe. De toute façon, il y a qu'une femme pour faire un film comme ça. Il n'y a qu'une femme pour faire un film comme ça, pour traiter d'un sujet de cette façon. C'est pas non plus une grosse merde, c'est pour ça qu'il est que 5e, mais toujours de dévier comme ça sur la jante masculine. Ça devient énervant et ça devient vraiment saoulant en force. Voilà, qu'on s'en prenne tout en plein la gueule pour ce type d'histoire. En 4e position, Un prince à New York 2, réalisé par Craig Brewer. So what you doing back here, Hotel Rwanda? I'm back. Say it again. Alors celui-là, j'ai mis du temps à le regarder parce que je voyais les critiques étaient assez négatives. Et pourtant, en fait, je partais optimiste. Parce qu'à la base, Craig Brewer, j'avais vendu un petit peu son cinéma il y a 2 ans parce qu'en fait, il avait déjà tourné avec Eddie Murphy sur le biopic sur Dolomite. Dolomite is my name, qui est disponible sur Netflix. En gros, voilà, c'était une figure de la blaxploitation des années 70. Et Eddie Murphy, il était excellent et c'était réalisé par Craig Brewer. Et je me suis dit, waouh, franchement, du très bon travail en termes de comédie, tout ça. J'ai hâte de voir la suite du Prince de New York. Les deux doivent faire ensemble. Avant de revoir le 2, j'ai revu le premier. Et je trouve qu'il a très mal vieilli. J'ai regardé le truc, j'ai fait... l'humour est très années 80, mais... il y a quelques scènes qui m'ont fait un temps soit peu sourire, mais... ça allait pas plus loin, quoi. J'ai jamais été trop fan de Eddie Murphy, à part les comédies genre Professeur Foldag ou des trucs comme ça, qui sont assez fun, ou le flic de Beverly Hills. Mais clairement, j'ai jamais vraiment été un gros fan de ce que faisait Eddie Murphy. Et je me suis rendu compte en revoyant Un prince à New York. Bon, ils font Un prince à New York 2, avec la situation un film un peu plus moderne. Mais en fait, j'ai pas fait de vidéo. Je vais aller assez vite avec celui-là parce que. Pas parce que j'en ai fait une vidéo à l'époque, c'est tout simplement l'un des films les plus vils que j'ai vu cette année en termes de mise en scène, en termes de réal, en termes d'enjeu. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il se rend compte que voilà, il est prince dans son pays, il a des filles et il n'a pas d'héritier. Et en fait, il se rend compte que dans le premier, quand il était allé à New York, il a enfanté une femme. Et en fait, il se retrouve qu'il a un garçon.
Donc du coup, il voudrait reprendre, le but c'est de trouver ce fils et de le former pour qu'il devienne roi, pour qu'il soit son successeur. En soi, pourquoi pas? Mais toutes les situations pour qu'il mérite d'être roi sont amenées n'importe comment. L'humour est encore pire. Il y a pas vraiment d'enjeu fort. Et le film est chiant. Les acteurs ne sont pas investis. C'est pas très bien filmé. Et j'ai pas envie d'aller développer davantage parce que c'est sûr que la comédie, l'humour, ça joue sur un certain esprit. Ça joue sur une rythmique. Et le problème, c'est que le film n'a aucune rythmique. Tu passes ton temps d'une scène à une autre, d'un décor à un autre, sans cohérence, sans réels enjeux qui peuvent te faire t'attacher à ces personnages. Le personnage de Eddie Murphy est juste insupportable ici, parce que voilà, il veut absolument que ce fils-là soit son successeur, et il est pas attachant. Que ce soit son fils qui fait n'importe quoi, même s'il n'a pas un mauvais fond, mais il aurait pu être un peu plus investi dans ce que son père lui demandait, même si voilà, c'est clairement, tout ça c'est nouveau pour lui, mais faut l'amener. Tu peux pas sortir des idées comme ça qui surnagent n'importe comment. Bref, Un prince à New York, je crois, il n'est pas sur Netflix, il est sur Amazon Prime. Si vous voulez voir la catastrophe que c'est, allez-y, mais je ne vous le conseille pas. En troisième position, Monster Hunter, réalisé par Paul W.S. Anderson. D'ailleurs, que ce soit pour le troisième, le deuxième et le premier, et j'en ai fait une vidéo, donc on va aller assez vite. J'ai pas envie non plus que cette vidéo traîne en longueur. Paul Anderson qui revient aux affaires avec une nouvelle adaptation de jeu vidéo après Mortal Kombat et Resident Evil, et il a décidé de s'atteler à Monster Hunter en retrouvant de nouveau sa femme Mila Jovovich, et c'était catastrophique. Il n'était pas sorti au cinéma. Non, je l'avais vu autrement. Je comprends pas comment un mec comme Paul W.S. Anderson, qui quand même se prend plaisir, je ne sais pas si c'est vraiment prendre plaisir ou ils ne se rendent pas compte, je pense qu'à un moment ils devraient se rendre compte, qui fait du mal aux sagas auxquelles il touche, qui nous fait mal à nous, aux fans, en tout cas pour certains gamers, parce que moi Monster Hunter, j'y joue pas, je m'en foutais, mais c'est pas le problème. Mais je sais pas, à un moment quelqu'un devrait lui dire, mec, arrête de gâcher certaines licences qui ont fait fantasmer des milliers de gamers en faisant des films de cette qualité-là. Arrête, à la limite, fais des traits de sujets à toi, ou je sais pas, essaie d'avoir une nouvelle approche du cinéma, mais ne fais pas ça. En gros, Monster Hunter, voilà, tu suis une escouade militaire qui, d'un coup, il y a, je sais pas, une sorte de tournage qui fait très Mad Max d'ailleurs, Mad Max Fury Road, et paf, ils sont envoyés dans une autre dimension où il y a des monstres géants qui doivent affronter, qui doivent survivre en gros, et voilà. Et t'as ce côté un petit peu, voilà, tu dois te créer des armes un petit peu, je pense, comme dans le jeu vidéo, mais le décor, la mise en scène de Paul Anderson, j'en avais développé à l'époque parce que je crois au moment où le film était sorti, j'étais invité sur la chaîne de Samir que je salue. On avait un petit peu débattu sur pas forcément que sur le film, mais sur le cinéma de Paul Anderson, voilà, ses qualités, ses défauts, sa vision du cinéma, et voilà, on avait dit tout ce qu'on avait à dire sur Monster Hunter, plus qu'une mauvaise adaptation, plus qu'un mauvais Anderson, parce que le truc c'est que je comprends ce que fait Paul Anderson. En gros, il fait du Z à gros budget. Ça se voit, tu vois, c'est assumé. Mais il y a quand même faire un Z ou faire un nanar, c'est quand même un savoir-faire. Et le mec ne s'en rend pas compte. Ce qui me fait peur, c'est que, comme j'ai dit, je comprends pas comment il y a certains grands réalisateurs qui galèrent à financer leurs projets. Paul Anderson se permet de triturer plein de films n'importe comment, et il y a personne qui ne dit rien. Là, le mec, il s'est vanté, peut-être qu'il voudrait faire une suite, mais déjà, on a vu le premier, on n'a pas spécialement envie que tu touches, que tu continues à massacrer cette licence, en fait. Non, arrête. Donc, non, Monster Hunter, ça a été atroce et mauvaise expérience, comme les deux premiers d'ailleurs. En deuxième position, Snake Eyes, réalisé par Robert Schwenke. Mais ce n'est que le commencement. I'm on a new level. Pareil que pour Monster Hunter, j'ai fait une vidéo dessus que je vous renvoie si vous ne l'avez pas encore vue. J'ai
tout ce que j'avais à dire sur le film. Il fallait pas le faire. Il fallait pas le faire. Déjà, le fait d'essayer de relancer la machine G.I. Joe. Et je me dis, attendez, G.I. Joe, les 2 premiers, ok, ça avait plutôt bien marché, mais on les a oubliés ces films. Enfin, on s'en fout de G.I. Joe. Les gens, ils s'en battent les couilles de G.I. Joe. Pourquoi vous voulez ressusciter des sagas comme ça qui n'ont pas lieu d'être? À la limite que tu veux parce que je sais il y a un nouveau qui va sortir, que vous voulez faire des trucs parce que c'est Hasbro, vous voulez relancer des trucs genre Transformers, à la limite pourquoi pas, parce qu'au moins il y a le côté un peu spectacle pyrotechnique qui peut être fun, tu vois. Mais G.I. Joe, ça intéresse personne. Déjà les 2 premiers, le premier était réalisé par Stephen Sommers et l'autre c'était réalisé par je crois que le mec qui avait fait un film sur truc sur Justin Bieber. Bref, c'était de la merde, c'était avec The Rock. C'était nul à chier. Même si ça avait cartonné, les gens ils se disaient non, on n'est pas prêt d'avoir de nouveaux G.I. Joe, quoi, ça nous intéresse pas. Et 8 ans après, ils relancent la machine avec un personnage Snake Eyes. Alors certes, c'est un des personnages les plus populaires de la licence G.I. Joe, mais clairement, tu te rends compte qu'en fait l'histoire c'est ok, il y a la licence G.I. Joe, mais c'est une histoire basique, quoi. Ça parle de trahison, Yakuza et tout ça. Ce sont des choses que tu as déjà vues dans d'autres films de ce genre-là, tu vois. Tu regardes le cinéma japonais des années 60-70, des films de Yakuza, tu en avais plein dans le même style, avec la même histoire, mais tu avais quand même une mise en scène qui était un peu plus élaborée, on va dire. Là, pareil, les scènes d'action qui sont moches, le final là dans Tournée de nuit, c'est juste dégueulasse, des personnages qui sont ennemis puis après ils deviennent amis, ils travaillent ensemble, c'est n'importe quoi, et puis toi je te trahis, puis après t'étais mon meilleur ami et puis maintenant je te déteste et tout. Oh mon dieu, oh, j'en pouvais plus. J'ai dit arrête, stop. Donc non, Snake Eyes, le film s'est mangé la gueule d'ailleurs, et c'est pas plus mal. Comme ça vous allez laisser cette saga G.I. Joe 6 pieds sous terre. Si vous voulez faire des séries d'animation, continuez à faire des jouets si vous voulez, je m'en fous, mais pas de film. Arrêtez de massacrer, arrêtez de nous faire signer des yeux avec cette licence. Merci. Et on arrive au premier. Quel est pour Mister Cult le pire film de l'année 2021? Venom 2, réalisé par Andy Serkis. Betty, you feel like home to me. Like family. Pareil que pour Snake Eyes et Monster Hunter, j'ai fait un vlog dessus, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Catastrophique. À la limite, le seul mérite que le film, la seule qualité que le film a, c'est qu'il dure 1h30 et que du coup, ça se permet de pas te faire souffrir très longtemps. Voilà, quand tu vois, je sais pas, Suicide Squad ou Spider-Man No Way Home qui dure 2h30, le film en termes de qualité ça va. Venom, c'était juste horrible, j'ai failli sortir de la salle, mais voilà, ça a duré 1h30, je me dis, ça va, la souffrance, ça va pas durer trop longtemps. Mais le pire, c'est que c'est l'un des plus gros succès de l'année. Et j'en parlais il y a pas longtemps dans le top, des films comme West Side Story ou The Last Duel, qui sont des excellents films, presque des chefs-d'œuvre, j'allais dire pour moi, qui se mangent la gueule, et une bouse. Clairement, tout le monde s'est accordé à dire que c'était même les gens qui avaient aimé le premier, parce que oui, le premier a des défenseurs, moi j'avais pas aimé, mais je peux comprendre qu'on ait apprécié le premier. À la limite, même les gens qui ont aimé le premier ont vu le deuxième et ont détesté. C'est quand même ouf que le seul truc qui intéresse les gens par rapport à Venom 2, c'est sa scène post-générique qui fait la corrélation avec Spider-Man No Way Home. Quand tu vois quand même que le seul truc intéressant dans le film, c'est sa scène post-générique, plus que le film en lui-même, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La relation entre Tom Hardy et Venom est juste ridicule. Déjà dans le premier, c'était à la limite, ça faisait des blagues. Hop, pourquoi pas. C'est tourné en ridicule, mais d'une force. La scène dans la discothèque. Comment tu peux humilier un personnage tellement apprécié des fans de comics? Tu peux pas. Et Andy Serkis, et je comprends pas, c'est quand même un bon réalisateur. Il a été révolutionnaire par la motion capture, que ce soit Gollum, King Kong ou César, et même en termes de réalisateur, j'avais beaucoup aimé sa version du livre de la jungle disponible sur Netflix, Mowgli. Vraiment, c'était une très bonne adaptation. J'avais beaucoup aimé son film. Puis il affronte Carnage. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, un ennemi que j'aime beaucoup de l'univers de Spider-Man. J'y allais pas à reculons, même si j'avais pas aimé le premier. Je dis hop, Andy Serkis.
Carnage dedans, ça peut pas être si pourri que ça. C'est une horreur. C'est bien le titre, hein, Let There Be Carnage, ça va être un carnage. Oh oui, ça a été un carnage. Et ça me dégoûte, le film est un gros succès. Il parle déjà d'un 3e film. Un 3e film, les gars. Mon Dieu, mais je ne comprends pas la logique hollywoodienne. Ça m'énerve. Mais ça m'entriste par rapport au studio, parce que ils pensent par le fric. Hein, ils se disent, ouais, c'est de la merde, mais bon, ça cartonne. Ok, mais c'est le public qui se remet pas en question. Je veux dire, vous vous faites niquer une fois avec le premier Venom. Vous allez vous faire niquer une 2e fois avec Venom 2, une fois, 2 fois, c'est déjà limite, mais 3 fois. Non les gars, vous n'allez pas aller voir cette merde. Ça me rend triste. Ça me rend triste pour le cinéma. Ça me rend triste que la majorité des gros succès de l'année soient des films à la qualité très discutable. Les goûts et les couleurs du public. Mais bon, faut pas juger. Ok. Bref, Venom 2 n'est pas un bon film. Mais le truc c'est qu'avant d'être une mauvaise adaptation, avant d'être un mauvais film de super-héros, est avant tout un mauvais film. Mal joué, mal filmé, moche. Oui aussi, j'avais pas parlé des effets spéciaux, mais c'est quand même un film qui a coûté cher. C'est l'un des effets spéciaux, les scènes d'action sont dégueulasses. Le final, ça dégouline de CGI. Bref, c'était une catastrophe. Non, Venom 2 à oublier. Et c'est pas pour rien qu'il est le pire film de l'année pour moi. Voilà, le flop film est fini. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre classement des pires films de l'année 2021 pour vous. Voilà, j'ai hâte de voir un petit peu quels sont les films que vous avez moins aimés, qu'on puisse un petit peu débattre. Désolé si j'ai un petit peu bugué quand je parle, mais comme j'ai dit, en fait, je tourne le top et le flop en même temps, en fait, et je viens de sortir du travail, je suis un petit peu fatigué et j'ai du mal à parler et je m'en excuse encore. Vous inquiétez pas pour la 3e partie du bilan, je vais pas... Bon... Voilà, vous allez voir, de toute façon ça va sortir un petit peu plus tard, mais je vais la tourner quand je serai un peu plus en forme après les fêtes. Voilà, ça a été décembre, gros mois de travail, je pense que vous en doutez, Noël et tout ça, et c'est pas fini d'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo. Quand les fêtes seront finies, ça va être un peu plus light, on va dire, et je serai un peu plus en forme. Voilà, en tout cas, je m'en excuse. On se retrouve prochainement pour la 3e partie consacrée au bilan de la chaîne 2021 avec les attentes de 2022. D'ici là, encore de joyeuses fêtes. Une bonne année 2022 et on se retrouve bientôt. Ciao!